histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Bon, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait trop parler, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode spécial. Un film qui m'est très cher, un film qui a marqué l'histoire du cinéma, et notamment l'image de synthèse. Un film des studios Pixar. Le premier, c'est Toy Story. Allez, c'est parti, mon petit. Alors, Toy Story, ou Histoire de jouer au Québec, est un film d'animation américain réalisé par John Lasseter et sorti en 1995. Coproduit par les studios Disney, il est le premier long-métrage d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Le scénario élaboré par Joss Whedon, Andrew Stanton, retenez bien ces noms, Joel Cohen et Alex Sokolow, est basé sur une histoire originale de John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton et Joe Ranft. John Lasseter, cofondateur du studio Pixar, et après devenu président des studios Pixar pendant très longtemps. Voilà. Le film met en scène un groupe de jouets, Woody, une poupée représentant un cow-boy, et Buzz l'éclair, une figurine d'astronaute, en sont les personnages principaux. Toy Story a produit près de 362 millions de dollars de recettes dans le monde. Il a reçu des critiques très positives qui saluent à la fois l'innovation technique de l'animation et la qualité du scénario. Depuis 2005, sa première année d'éligibilité, il fait partie du National Film Registry. Vous savez bien, j'en parle souvent, c'est la bibliothèque du Congrès américain à Washington qui garde les plus grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma, et Toy Story est entré dans ce fameux National Film Registry en 2005. En plus des sorties DVD, de nombreux produits dérivés sont apparus sur le marché, jouets, jeux vidéo, attractions, etc. Le film a fait l'objet de 3 suites au cinéma. Toy Story 2, réalisé à nouveau par John Lasseter en 1999. Toy Story 3, réalisé par Lee Unkrich en 2010, et Toy Story 4 de Josh Cooley en 2019. La franchise comprend aussi une série télévisée dérivée, Les aventures de Buzz l'éclair entre 2000 et 2001, dont Buzz l'éclair le film, le début des aventures, long métrage directement sorti en vidéo en 2000, constitue le prologue. Un film dérivé Buzz l'éclair est sorti en salle en 2022. On peut également retrouver les personnages de Toy Story dans les Toy Story Towns, qui sont 3 courts-métrages, Vacances à Hawaï en 2011, Mini Buzz en 2011 et Rex le roi de la fête en 2012. Mais aussi 2 moyens-métrages, Toy Story Angoisse au motel en 2013 et Toy Story Hors du temps en 2014. Voilà pour l'histoire. Alors, l'histoire se déroule dans la chambre d'un jeune garçon nommé Andy,
dont les jouets prennent vie lorsqu'il n'est pas présent. Le jouet préféré d'Andy est Woody, un cow-boy en peluche qui est le chef des jouets. Cependant, la dynamique change lorsqu'Andy reçoit un nouveau jouet pour son anniversaire. Buzz l'éclair, un ranger de l'espace high-tech. Buzz, ignorant qu'il est un jouet, croit être un véritable ranger de l'espace, ce qui crée des tensions avec Woody. La rivalité entre Woody et Buzz atteint son paroxysme lorsque Woody, par jalousie, tente de se débarrasser de Buzz. Cela conduit à une série d'événements où les deux jouets se retrouvent perdus dans le monde extérieur. Ils doivent alors surmonter leurs différences et travailler ensemble pour retrouver le chemin de la maison d'Andy avant que la famille ne déménage. Voilà pour ce qui est du synopsis. Donc, le titre original, c'est bien Toy Story. Hein. La réalisation, c'est John Lasseter, qui est aussi, donc on l'a dit, à l'origine de cette histoire. On en parlera plus loin. Le montage est déjà de Lincoln Rich, le réalisateur du 3e ou du 2e, je ne sais plus. La musique magnifique est de Randy Newman. À la production exécutive, on a un grand scientifique, inventeur d'un des grands principes de l'image de synthèse. Moi, ma formation à la base, c'est l'image de synthèse, donc pour moi, c'est une grande célébrité. C'est monsieur Edwin Catmull qui inventa l'algorithme de Catmull en image de synthèse. Et aussi, à la production exécutive, on a monsieur Steve Jobs. Pour la production déléguée, on a Ralph Guggenheim et Bonnie Arnold. C'est produit par les studios Pixar Animation Studios, leur premier film. Et bien sûr, la Walt Disney Pictures Company, distribuée par Buena Vista International, la société qui appartient à Disney. Le budget de production, c'est une estimation, est d'environ 30 millions de dollars. Le budget publicitaire, lui, toujours en estimation, est d'environ 35 millions de dollars, ce qui fait un tout à 65 millions de dollars. C'est tourné en anglais, en couleur, 1/78 en stéréo. Le film dure 81 minutes. Il est sorti aux États-Unis et au Canada le 22 novembre 1995 et en France le 27 mars 1996. Alors pour les voix, on a des grands noms. On a Tom Hanks qui joue Woody, Tim Allen qui joue Buzz l'éclair, Don Rickles qui joue Monsieur Patate, Jim Varney Zigzag, Wallace Shawn joue Rex, John Ratzenberg joue Ham, Annie Potts joue la bergère, John Morris Andy Davis, Andrew Stanton, le scénariste, il joue un chœur commercial, donc il est dans la bande sonore du film. On a Randy Newman qui chante en tant que soliste, le compositeur attitré du film. Enfin, on a des grands noms quand même. Hein. Laurie Metcalf qui joue Madame Davis, Sarah Freeman, Eric Von Letten, Early Ernie. Vous savez, cet acteur qui a une gueule pas possible, qui joue toujours des militaires. En français, Woody est doublé par Jean-Philippe Puy-Martin, la voix officielle de Tom Hanks. Et Buzz l'éclair est doublé par notre cher et regretté Richard Darbois. Donc, à la fin des années 70, John Lasseter entre au studio Disney comme animateur
et participe à la production de Rox et Rookie qui est sorti en 1981. C'est à cette période que remonte sa première expérience dans le domaine de l'animation par ordinateur. Deux de ses amis lui font découvrir la scène du Light Cycle, issue du film Tron en 1982. Cette expérience est une révélation qui le sensibilise aux possibilités offertes par l'animation par ordinateur. Lasseter travaille ensuite pour la division Lucasfilm Computer Graphics Group de Lucasfilm Ltd, qui, vendu par George Lucas à Steve Jobs, deviendra Pixar Animation Studio en 1986. Le court-métrage oscarisé Teen Toy en 1988, réalisé par Lasseter, permet à Pixar d'espérer pouvoir réaliser son premier long-métrage, mais comme le studio réalise une perte nette de 8,3 millions de dollars en 1990, il doit chercher un partenaire financier. La société se sépare le 30 avril 1990 de sa division de matériel informatique. Au début des années 90, le studio Disney cherche de nouvelles formes d'animation comme l'animation en volume, comme L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick en 1993, et a amélioré ses techniques de production avec, par exemple, le projet informatisé CAPS, collaboration entre les deux sociétés, mais aussi à produire un film en images de synthèse. Et c'est là que va arriver le moteur de rendu le plus utilisé dans le cinéma, le moteur RenderMan, qui sera un peu l'ancêtre, enfin, CAPS, c'est un peu l'ancêtre de ce fameux RenderMan, qui est depuis utilisé dans tous les gros blockbusters pour faire les images de synthèse. Vous avez forcément vu des images de ce moteur de rendu appelé RenderMan, qui est une beauté pour moi. C'est le summum de la technique, très dur à apprendre, mais qui permet d'avoir des images, comme vous voyez, tous les Pixar sont faits avec RenderMan, déjà. Les Walt Disney aussi. Tout ce qui en est une image de synthèse chez Disney, c'est fait avec RenderMan. Et tous les grands studios d'effets spéciaux, ILM, Digital Domain et tout ça, ils ont tous RenderMan comme logiciel de rendu. Entre autres. Mais c'est le principal. Disney a déjà fait quelques utilisations de l'informatique, comme dans La Belle et la Bête en 1991, la scène du bal dans le film, où à ce moment-là, tout le décor est en 3D. Il n'y a que les personnages qui dansent qui sont dessinés. Ces éléments permettent à Disney et à Pixar de se rapprocher. Bien que Lasseter soit un ancien de Disney, il préfère rester chez Pixar et lancer un projet commun. C'est dans le cadre du projet CAPS qu'au début de l'été 90, à l'approche de la fin de la production de Bernard et Bianca au Pays des Kangourous en 1990, l'équipe de Pixar apprend l'intérêt de Disney pour une collaboration. Il faut savoir que ce n'est pas le premier film qui utilise des images de synthèse chez Disney, puisque la première fois, c'était pour Basile, détective privé. Voilà, c'était la petite anecdote. Les premières discussions commencent entre Ed Catmull, Aviere Smith et Peter Schneider, président de Walt Disney Feature Animation. Après quelques rencontres entre les membres de Pixar et ceux de Disney, c'est Jeffrey Katzenberg, le président du studio Disney, qui prend en main les négociations. Pixar propose une émission spéciale d'une demi-heure, nommée A Teen Toy Christmas, pour gagner en expérience. Mais Katzenberg refuse cette proposition et autorise l'équipe de Pixar
lors de leur réunion au sein du studio Disney, a rencontré les animateurs Disney pour les aider à faire non pas un moyen-métrage, mais un long-métrage. Les discussions se poursuivent et aboutissent en mars 1991 à l'écriture d'un contrat pour un long-métrage basé sur les personnages de Teen Toy, appelé Toy Story. Le 3 mai 1991, les deux parties s'accordent sur les termes du contrat signé début juillet. Le journal The Hollywood Reporter révèle l'information le 12 juillet 1991. Le contrat prévoit alors 2 autres films au nom pour le moment indéterminé, en contrepartie de quoi Pixar percevra 10% des bénéfices. Mais le contrat est beaucoup plus précis. Il comporte plusieurs clauses dont la possibilité pour Disney d'arrêter à tout moment le projet Pixar, Pixar recevant $350 000 en compensation, ou de réécrire son propre scénario si celui de Pixar ne leur convient pas, et accorde à Disney la totalité des droits de toutes les productions dérivées. Une autre concerne les producteurs. Le projet permet à Disney de profiter de l'avance de Pixar dans l'image de synthèse, et tandis que Pixar utilise l'expérience de Disney dans la production de longs-métrages, le projet commence chez Pixar avec Edwin Catmull, président, John Lasseter, Ralph Guggenheim, producteur, et Bill Reeves comme directeur technique. Leur première tâche a été de réaliser un film de 30 secondes pour tester la technologie. L'équipe, simplement 10 personnes dans l'arrière-boutique d'un constructeur de matériel informatique, s'étoffe rapidement avec l'arrivée de Pete Docter et Andrew Stanton. Le concept de base du film est d'imaginer l'empilement des jouets d'une chambre d'enfant prendre vie. Selon Lasseter, cette chambre est un microcosme urbain, un melting pot patient mêlé. En suivant ce concept, la principale tâche de l'équipe de production a été de retrouver l'essence physique et conceptuelle de chaque jouet, sa matière, ses textures, ses limitations techniques, et en fonction de ces contraintes, d'imaginer un caractère, une personnalité. Toutefois, c'est d'abord l'équipe du scénario qui a dû chercher une histoire forte et inoubliable. Un premier scénario arrive rapidement à l'été 91, mais Katzenberg le rejette car les personnages voulaient la même chose pour les mêmes raisons. Au départ, le premier jouet devait être Tiny, héros de Teen Toy, mais ce musicien mécanique dans son uniforme rouge était muet et trop vieillot pour devenir le personnage principal. Une version intermédiaire selon Stanton était conçue comme la nouvelle de Rip Van Winkle. Un jouet se réveille sur le bord d'une route et part à la recherche de ses propriétaires. C'est l'idée retenue pour l'émission A Teen Toy Christmas. Il propose alors à Lasseter de faire un buddy movie et de s'inspirer des films comme 48 heures en 82 et La Chaîne en 1958, des films centrés sur 2 personnages qui, malgré leur opposition, doivent coopérer, gagnant un respect mutuel. 48 heures, vous savez, avec Eddie Murphy et Nick Nolte. C'est un genre que personne n'avait réellement exploré dans le domaine de l'animation. Nous y avons vu un grand potentiel pour réaliser un film avec des personnages forts. L'idée de base d'un buddy movie, c'est de mettre en scène 2 personnages aux caractères résolument opposés et de les placer dans une situation qui les oblige à collaborer et à se remettre en cause. Cela permet de traduire à l'image toutes les étapes de leur évolution et cela offre de grandes possibilités en termes d'interprétation. Ça, c'est les dires de M. John Lasseter. Voilà. Une nouvelle version du scénario, écrite par Lasseter, Stanton et Docter, est présentée en septembre 1991 avec Tiny et une marionnette de ventriloque
du genre Charlie McCarthy et ayant appartenu au père d'Andy. L'idée au centre de l'histoire est la confrontation de deux personnages qui développent petit à petit une amitié. Cette relation entre un ancien et un nouveau jouet permet d'explorer des territoires complexes en émotions. La création des personnages principaux, à savoir l'ancien et le nouveau jouet préféré d'Andy, n'a pas été aisée. Tinny est ensuite remplacé par une figurine militaire du type G.I. Joe, jouet préféré de Lasseter, avant de se doter d'un thème spatial, d'après les jouets des années 60, Major Matt Mason. De plus, la société Hasbro a refusé l'usage de G.I. Joe, mais a autorisé celui de Monsieur Patate. Selon le magazine EW, le refus était motivé par la mauvaise image donnée par un personnage de G.I. Joe attaché à un pétard M80, même renommé Combat Carl. Tinny est alors rebaptisé Lunar Larry, puis Tempus from Morph. Les personnages devant s'opposer mais partager des traits communs, afin d'avoir un meilleur scénario autour de l'astronaute. L'ancien jouet est alors devenu un cow-boy, les deux genres cherchant à conquérir une frontière. Il est baptisé Woody, d'après l'acteur afro-américain Woody Strode, mais reste une marionnette de ventriloque. Les deux personnages, Woody et Tempus, sont présentés au public en juin 1992 à Disney, dans un test de 30 secondes. Mais comme Disney souhaite que le film vise à la fois un public jeune et un public adulte, la compagnie demande à revoir les personnalités de Woody et Tempus, et que des références pour adultes soient ajoutées. Un des problèmes de Woody est que les marionnettes de ventriloque ont récemment été associées aux films d'horreur. Lasseter se base alors sur une poupée de Casper le gentil fantôme, munie d'une ficelle pour la voix, pour transformer Woody, réduisant en plus sa taille, très proche de celle de Tempus, et permettant un meilleur antagonisme. Woody a conservé une trace de la poupée de ventriloque avec sa corde parlante. Le reste de la personnalité de Woody a été développé sur l'acteur choisi pour lui prêter sa voix, c'est-à-dire Tom Hanks. L'ajout de ce personnage spatial, brièvement nommé Buzz the Spaceman, modifie le scénario. Finalement, le personnage spatial est baptisé Buzz Lightyear, soit Buzz l'éclair en français, en référence à l'astronaute Buzz Aldrin. Dans les premiers scénarios, le lieu de détente de la famille était une combinaison entre une pizzeria et un golf miniature, avec des scènes comiques autour des éléments du golf. Ce n'est qu'avec l'arrivée de Buzz qu'il se transforme en quelque chose qui peut évoquer un spatioport. La pizzeria Pizza Planet, mélange de diner des années 50, d'une salle d'arcade des années 90 et d'un fast-food au décor de science-fiction. Les plans du restaurant et de sa salle de jeu sont si détaillés qu'ils auraient pu être construits pour de vrai. L'équipe chargée de les concevoir ayant travaillé comme des architectes. En octobre 1992, Joe Ranft rejoint Pixar et aide au développement du scénario. Le nouveau scénario de Toy Story est fortement influencé par les idées du scénariste Robert McKee et connaît de nombreuses modifications avant d'être finalisé. Le scénario initial est l'œuvre de Lasseter, Schneider, Schumacher et Stanton, Pete Docter et Joe Ranft, anciens de chez Disney. Comme son contrat l'autorise, Disney fait appel à Joel Cohen, Alex Sokolov et plus tard Whedon pour aider le développement du scénario. Au bout d'une année de production, la productrice Bonnie Arnold vient aider Guggenheim, apportant son expérience des films d'action comme Danse avec les loups en 1990. Son arrivée prévue pour le contrat de juillet 1990 était un souhait de Disney d'avoir deux producteurs, Guggenheim côté Pixar et Arnold côté Disney. Le duo
a conçu un système budgétaire pour assurer la productivité du studio Pixar. Du côté de chez Disney, Kathleen Gavin assure la coordination des projets spéciaux en tant que vice-présidente, ayant déjà coproduit L'étrange Noël de Monsieur Jack. Josh Whedon vient aider à l'écriture du scénario durant quelques mois, avant qu'il soit connu comme le créateur de la série Buffy contre les vampires, débutée en 1997. Whedon avait proposé de faire Barbie un personnage qui sauverait Woody et Buzz à la fin du film, dans une tenue de commando, à l'image de Sarah Connor dans Terminator 2, le jugement dernier, élément qu'il avait déjà imaginé en 1992 pour le film Buffy, tueuse de vampires. L'idée fut abandonnée après le refus de Mattel, propriétaire de la licence Barbie. Le producteur Ralph Guggenheim a déclaré que Mattel n'avait pas accepté l'utilisation de Barbie dans le film car Mattel pense que les filles qui jouent avec des poupées Barbie projettent leur personnalité sur la poupée. Si vous donnez à la poupée une voix et que vous l'animez, vous lui donnez une personnalité qui ne correspond pas à l'idéal de chaque petite fille. Les poupées à Barbie apparaîtront cependant dans les suites du film Toy Story 2 et Toy Story 3. Disney a officiellement donné son feu vert pour le film le 19 janvier 1993, date à laquelle le casting des voix off a pu commencer. Alors pour le choix des interprètes, Lasseter avait toujours voulu que Tom Hanks soit la voix originale de Woody, affirmant que Hanks, selon ses dires, a la capacité de prendre des sentiments et de les rendre émouvants. Même si le personnage, comme celui d'une équipe hors du commun en 92, est pauvre et méprisable, de rapides séances de tests utilisent la voix de Tom Hanks dans Turner et Hooch en 89 et ont convaincu ce dernier de signer pour le film. Billy Crystal a été approché pour la voix de Buzz, mais a refusé le rôle, ce qu'il a ensuite regretté, bien qu'il ait, quelques années plus tard, joué la voix originale de Bob Wazowski dans un autre succès de Pixar, Monstres et compagnie en 2001. Katzenberg propose alors le rôle à Tim Allen, déjà apparu dans la série télévisée Papa Bricole, et celui-ci accepte après une session de test faite à Détroit. Toy Story est le premier rôle dans un film d'animation à la fois pour Hanks et pour Allen. Lasseter voulait que Don Rickles fasse la voix de Monsieur Patate. Afin de le persuader, Lasseter, Thomas Schumacher et quelques personnes lui ont rendu visite avec une figurine de Monsieur Patate. Par accident, Lasseter a fait tomber le chapeau melon de la figurine qui, sans cet accessoire, avait une forte ressemblance avec Rickles, chauve. Cet incident a permis de détendre l'atmosphère et finalement Rickles a accepté. La recherche de l'acteur pour Zigzag a été plus longue car l'équipe cherchait un acteur avec un accent ironique. Ne parvenant pas à trouver ce qu'il voulait, un jour Schumacher proposa de changer d'optique et d'avoir un accent rural, ce que l'acteur Jim Varney représentait assez bien. Ce dernier accepta. Ce choix a par la suite obligé les équipes artistiques à modifier légèrement Zigzag. La musique et les chansons. Lasseter ne voulait pas faire Toy Story un film musical comme l'ont été les précédentes productions de Disney, telles La Petite Sirène en 89, Aladdin, Le Roi Lion et quasiment tous les films Disney. Initialement, Disney avait toutefois voulu privilégier le format musical, faisant valoir que nous suivons la voie des films musicaux, les personnages qui se mettent à chanter constituent un raccourci important. Disney et Pixar sont finalement parvenus à un accord, respectant le choix de Lasseter. Pas de comédie musicale et pas de personnages qui chantent, mais des musiques accompagnant et soulignant l'action. Chris Montan, responsable musical chez Disney depuis le milieu des années 80, contacte Randy Newman pour lui demander d'écrire les chansons de Toy Story.
Ce dernier n'avait alors jamais composé de musique pour un film d'animation. Lasseter a déclaré que ses musiques sont émouvantes, profondes et satiriques. Il apportera une touche émotionnelle à chaque scène. Newman accepte et présente sa première composition, Je suis ton ami, le 26 mars 1993 à Lasseter, Guggenheim, Arnold et Montan, au siège de Disney à Burbank. Newman a composé la chanson phare du film Je suis ton ami, ou T'as trouvé un ami au Québec, ou You've got a friend in me, en version originale, en une journée. La chanson la plus difficile à composer, selon Newman, a été I Will Go Sailing No More, Jamais plus je ne volerai, en raison du changement de sentiment à rendre en plein milieu, passant d'une lamentation plaintive et mordante à un cri de défi. La version française, quant à elle, est composée de 11 chansons instrumentales, 3 versions françaises interprétées par Charles-Élie Couture et d'une chanson dans sa version originale en anglais. Pixar présente un avant-projet du film à Disney le 19 novembre 1993. Le résultat est désastreux car Woody est présenté comme un imbécile sarcastique, un personnage insupportable. Le président de Walt Disney Feature Animation, Peter Schneider, arrête immédiatement la production en attendant qu'un nouveau scénario soit préparé et approuvé par Disney. Steve Daly mentionne une réunion similaire tenue par Joe Ranft en date du 17 novembre 1993 avec le même résultat. Il précise que l'animation avait déjà commencé et a dû être arrêtée. Dans cette version, Woody trompe les autres jouets et crie sur Zigzag, pousse intentionnellement Buzz, le mène vers le jardin de Sid. Lasseter demande alors à Disney d'attendre un peu de temps, de modifier le scénario afin d'éviter de devoir licencier toute l'équipe de production chez Pixar et que le studio Disney produise le film seul. Pixar parvient à survivre à cet arrêt en se repliant sur ses anciennes activités en attendant que le scénario soit réécrit. Le nouveau scénario fait de Woody un personnage plus sympathique grâce à la présence du scénariste et vétéran de l'animation Joe Ranft. Par exemple, c'est une lampe Luxo non vivante en hommage à Luxo Junior qui fait tomber Buzz et non Woody. Le film est rallongé avec une introduction dans laquelle on voit Andy jouer avec Woody pour apporter plus de sentiments. Pour des besoins de réalisme ou d'une crédibilité émotionnelle, selon Steve Daly du film, de nombreux éléments secondaires ont été créés, le meilleur exemple étant la publicité pour Buzz l'éclair. Katzenberg redémarre alors la production en février 1994. Aucun employé n'a donc été licencié. Les acteurs ont dû revenir en mars pour enregistrer les textes du nouveau scénario. P. Katzenberg refuse que le titre final du film comporte le terme « toy », par peur de repousser le public adolescent. En raison de désaccords avec Michael Eisner, alors PDG de Disney, Jeffrey Katzenberg quitte Disney et son remplaçant ne s'oppose pas à l'usage du titre Toy Story. Animation. Entre le début de la production et 1994, l'équipe de 24 personnes a grossi pour atteindre 110 personnes. En comparaison, Le Roi Lion, sorti en 1994, avait un budget de 45 millions de dollars et une équipe de 800 personnes. David Price détaille ainsi l'équipe. Seulement 27 animateurs, 22 directeurs techniques, 61 artistes et un ingénieur, mais de nombreux artistes étaient en réalité employés par une société commune à Pixar et à Disney, nommée High-Tech Toons. Durant la production, l'équipe de Pixar a fait le choix de ne pas reproduire la réalité en cherchant à faire une réplique exacte, mais de créer un monde hyper réel.
Lasseter a dit à propos du défi que représentait l'animation par ordinateur: chaque feuille, chaque brin d'herbe, chaque élément a dû être créé un par un. Et oui, c'est le principe de l'image de synthèse. Il faut tout créer, de A à Z. Le ciel, comme le plus petit caillou, il faut le créer. Ce principe est compréhensible avec l'exemple des soldats en plastique. Bien qu'ils ne bougent ni comme de vrais soldats, ni comme des jouets en plastique qu'un enfant manipule, ils agissent comme des soldats en plastique vivants. Lui et son équipe avaient pour souci majeur de rendre les jouets authentiques et vivants. Ralph Guggenheim, producteur, dira: la qualité du jeu de personnages des Toy Story parvient à vous faire croire que les jouets sont vivants. Après avoir vu le film, vous ne regarderez plus jamais vos jouets ou ceux de vos enfants comme avant. Finalement, Toy Story n'est peut-être pas une histoire imaginaire. L'organisation de l'équipe était comme une chaîne de montage similaire à celle en vigueur chez Disney. Pardon. Le département artistique conçoit les personnages, les décors et tous les objets, donc il les modélise en 3D. La création du film a commencé grâce à des storyboards animés qui aidaient les 27 animateurs travaillant sur le film à concevoir les personnages. L'animation par ordinateur de chaque personnage est passée par une première étape où chaque personnage a soit été créé avec de la pâte à modeler, soit a été modélisé sur un schéma dessiné sur l'ordinateur. Le service de la conception graphique, dirigé par Ralph Eggleston et comprenant Bob Poley, Bill Cohn, Tia Crater et Robin Cooper, a eu la charge du niveau de détail des scènes, de la lumière d'ambiance générale au plus petit détail des accessoires. Des détails à peine visibles comme les rayures sur les plinthes ou du réveil déréglé et clignotant de la chambre d'Andy qui ont été rajoutés pour donner l'impression d'un monde réel. Et oui, donc à l'époque, c'était pas encore réglé. Tout ça, c'est... Maintenant, chaque personne a un poste précis. À l'époque, ces gens-là, ils s'occupaient de tout, des textures, du lighting, c'est-à-dire de l'éclairage, et du compositing, c'est-à-dire de la finalisation des images. Donc, à cette époque-là, c'est carrément eux qui s'occupaient de tout. Ces éléments ont été modélisés en 3D par l'un des directeurs techniques, soit à partir d'un cahier des charges, soit d'une sculpture pour les éléments les plus complexes, certains jouets ou les humains. Les modèles 3D sont agrémentés de contrôles ou variables d'animation, des blend shapes, on dit dans le langage professionnel, afin de définir leur mouvement et les conséquences d'un mouvement sur leur forme. Woody a été modélisé par Bill Reeves et Buzz par Eben Hodgsby. Les cadreurs ont été chargés de redimensionner les éléments créés par les artistes, parfois de créer plusieurs versions d'un même modèle, comme le bureau d'Andy, dont les détails du bois apparaissent quand Woody monte dessus. Et oui, il y a plusieurs versions. Une version de loin, une version de près. Ensuite, le département artistique définit une scène avec sa palette de couleurs et son éclairage, et le département du cadrage positionne les modèles dans la scène et les mouvements de caméra. Il a fallu pas moins de 9 sources différentes de lumière pour Woody lorsqu'il regarde par la fenêtre qui vient de tomber, en raison de l'heure, celle du coucher du soleil. À plusieurs reprises, le film use de miroirs, de reflets et autres surfaces réfléchissantes, casque de Buzz, rétroviseur. Ce rendu a utilisé une technique qu'on appelle le cube mapping. Donc c'est un environnement mappé dans un cube. Les images éléments de la scène sont projetés sur les faces intérieures d'un cube qui entoure les personnages. Le miroir ne fait alors que réfléchir une des faces du cube sans être obligé de recréer tous les éléments. Même maintenant dans les jeux vidéo, même ça c'est encore utilisé. La scène finale, une course-poursuite pour rejoindre la voiture de la famille d'Andy,
a nécessité la création d'un décor très important. Pour simplifier leurs tâches, l'équipe a créé un jeu de modèles réutilisable constitué de 14 maisons et 15 terrains paramétrables en couleurs, implantations et décors de jardin pour un total de 125 déclinaisons. Le département d'animation 3D applique alors les principes de base de l'animation pour donner vie au personnage. Une fois que les animateurs avaient le modèle d'un personnage, les articulations et les mouvements ont été codés, permettant à chaque personnage de se déplacer de diverses manières, de parler, marcher ou sauter. Chaque articulation avait le code qui lui était associé et nommé AVAR, animation variable, ou blend shape maintenant. On dit blend shape maintenant. Une fois le personnage et ses avars créés, les animateurs avaient souvent la charge de chercher à briser le personnage, pousser les avars ou blend shape à l'extrême pour détecter les éventuels bugs. Chez Pixar, à l'inverse des habitudes de Disney, un animateur gère une scène en entier et non un personnage durant tout le film. Toutefois, il y a quelques exceptions. Pour la scène dans la station-service, Woody a été animé par Mark Hofdahl et Buzz par Gilron Leroy. L'animateur définit des points clés de l'animation et par animation linéaire, la machine générant les étapes intermédiaires. De tous les personnages, Woody a été le personnage le plus complexe puisqu'il a nécessité la création de plus de 723 mouvements possibles, dont 212 pour le visage et 58 rien que pour la bouche. Donc 58 blend shapes différents, 58 positions de bouche différentes pour Woody. Lasseter a fait le choix de ne pas générer les mouvements des lèvres. Pour synchroniser la voix des acteurs avec celle des personnages, les animateurs ont passé une semaine par trame de 8 secondes à repasser en détail sur la bouche des personnages et sur leur expression. Après cela, les animateurs ont compilé les scènes et développé un nouveau storyboard avec les personnages animés par ordinateur. Les animateurs ont ensuite ajouté les ombres, les éclairages, les effets visuels et enfin, grâce à 300 processeurs informatiques, seulement 300, ça n'est absolument rien maintenant. Maintenant, c'est genre 20 000 en moyenne, ont donné au film son apparence finale. L'équipe responsable des textures, dirigée par Tom Porter, a utilisé l'outil de texturage que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est devenu un moteur de rendu, de Renderman, le Renderman Shading Language. L'équipe responsable des éclairages, la plus importante en nombre, est dirigée par Gary Sussman et Sharon Callahan, a eu à sa disposition de nombreuses possibilités techniques, allant des éclairages standards, vie courante, professionnels, cinéma, mais aussi des lumières sans ombre, d'autres n'éclairant qu'un seul objet, ou encore des projecteurs d'ombre. Afin de réaliser Toy Story, le rendu Toy Story, Pixar a utilisé une ferme de serveurs, la Render Farm. Le film a utilisé un affichage de résolution de seulement 1536 par 922 pixels, qui est moins que la Full HD maintenant, avec un pixel représentant un carré d'un demi-centimètre pour un écran de salle de cinéma standard. Grâce à l'utilisation de l'anti-crénelage pour adoucir les traits, une résolution plus grande, estimée à plusieurs milliers de lignes, n'a pas été nécessaire. Au cours de la post-production, le film a été envoyé à Skywalker Sound, où les effets sonores ont été mélangés avec le thème musical. Une séance de test en public a été réalisée à San Rafael en 1993. Le budget initial fourni par Disney était de 17,5 millions de dollars américains avec une sortie prévue pour 1994. Mais dès 1994, le budget de Disney atteint les 21,5 millions et 6 millions sont encore nécessaires. De son côté, Steve Jobs, qui avait acheté Pixar pour 10 millions de dollars,
a investi plus de 50 millions sans atteindre la rentabilité. Disney demande à Pixar de faire un crédit de 3 millions de dollars garanti sur les fonds personnels de Jobs. Steve Jobs tente de renflouer Pixar en faisant un partenariat avec Microsoft. Ça, vous le saviez peut-être pas. Finalement, la création du film a nécessité un budget de 30 millions de dollars. Avant la sortie du film, le producteur exécutif du film, Steve Jobs, avait déclaré que si Toy Story remporte un succès modéré, disons 75 millions de dollars au box-office, Pixar et Disney atteindra le seuil de rentabilité. S'il en recueille 100, on gagnera de l'argent, mais si c'est un vrai blockbuster et qu'il rapporte 200 millions ou à peu près, on va se faire beaucoup d'argent. Le président de Disney, Michael Eisner, avait lui déclaré que la technologie est brillante, les voix sont inspirées et je pense que l'histoire va toucher la corde sensible des gens. Croyez-moi, lorsqu'on a pour la première fois accepté de travailler ensemble, on ne pensait pas vraiment que leur premier film serait notre sortie de l'été 95. Et la première Toy Story a eu lieu le 19 novembre 1995 à Hollywood, en Californie, dans El Capitan Theater, cette salle appartenant à Disney. Un espace a été transformé en un petit parc à thème consacré à Toy Story sur 3 niveaux, avec une course d'obstacles avec les pieds attachés comme les soldats en plastique et une pizzeria digne de Pizza Planet. Voilà mes amis, c'était tout ce que je voulais vous dire sur ce film. J'espère que ma chronique vous aura plu. C'était un épisode spécial parce que j'adore ce film et que j'adore Pixar et les images de synthèse. C'était mon métier pendant 15 ans. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify, sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez. Ça coûte rien, ça m'aide beaucoup à remonter dans les classements et ça me permet de financer mon podcast. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein? Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non.